Cet épisode est enregistré en partenariat avec Cizeron Bio. D'après les données de l'agence Bio, la filière bio a bénéficié d'un retour de la croissance au premier semestre 2025. Pour les éleveurs, les filières et les consommateurs du bio, l'alimentation animale est au cœur des préoccupations. Mais comment anticiper les changements à venir dans le climat, l'économie, la demande ? Est-ce que la recherche et développement, la R&D, peut faire partie des solutions ? Pour en parler, on a décidé d'inviter Jean-Charles Cizeron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de l'entreprise Cizeron Bio. Pour commencer cet épisode, où il sera largement question de durabilité, d'alimentation animale et de recherche et développement, je vous propose un petit vrai ou faux. Pour anticiper les besoins des éleveurs, la recherche et développement permet d'avoir toujours un temps d'avance. Ça fait partie des avantages qu'on peut avoir pour avoir un temps d'avance sur le bio et le développement durable. Donc plutôt vrai. Plutôt vrai. En bio, on a déjà toutes les solutions techniques nécessaires, il suffit juste de les appliquer. Vrai. On va le développer plus tard. Une alimentation durable pour les troupeaux, c'est un coût plus important pour les éleveurs. C'est faux parce que le monde agricole a développé des solutions qui sont plus vertueuses et plus durables. Il faut simplement savoir les utiliser. Alors, on va approfondir tout ça. Est-ce que, avant toute chose, vous pouvez me dire un mot sur l'histoire de l'entreprise Cizeron Bio ? Depuis le début, depuis 1973, on est certifié bio, notamment pour la nutrition animale. L'histoire, elle est simple parce qu'on a gardé toujours la même ligne. On a toujours fait du bio et on en fait encore plus. Et toutes les années, on en a toujours fait plus. Et toutes les années, on a toujours fait mieux. Donc c'est une histoire assez simple, mais vertueuse. Donc l'entreprise, c'est une entreprise familiale. Mes parents faisaient partie des pionniers bio de l'agriculture biologique en France. Et effectivement, ils ont développé avec tout leur cœur et leurs compétences l'agriculture bio au début, en 1973, grâce à des producteurs de céréales, des éleveurs, des filières. L'entreprise s'est développée tout en gardant cette même ligne de conduite qui est l'agriculture biologique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui les a poussés, vos parents, en 1973, à développer particulièrement l'alimentation bio ? C'était pas pour des raisons économiques du tout. Parce qu'au début, c'était difficile. En fait, le marché n'existait pas. Il fallait partir de rien. C'était surtout par des convictions éthiques et la volonté de bien faire et à l'époque aussi d'innover. De pas faire comme les autres. Parce qu'à l'époque, c'était plus facile. C'est le début de l'alimentation animale. C'était l'âge d'or de l'alimentation animale, de l'élevage. On pouvait se développer en conventionnel. Et mon père, assisté de ma mère, n'a pas souhaité faire comme les autres. Il voulait créer quelque chose de plus durable et d'éthique, pas forcément économique au début. Donc vous fournissez l'alimentation à près de 2000 éleveurs et éleveuses. Quelles sont aujourd'hui leurs principales attentes en matière d'alimentation ? Au début, en 1973, il n'y avait pas de bio, donc il fallait qu'ils trouvent du bio. Après, on a fait grandir nos gammes. On a eu l'âge d'or du bio jusqu'à il y a quelques années, où tout se développait et il fallait fournir un marché bio. Depuis le ralentissement et l'assainissement du marché, aujourd'hui, nos clients recherchent toujours du bio, encore plus du bio, accompagné par de la performance technique et économique. Et il faut être bio, bon et performant. Et c'est ce que maintenant, aujourd'hui, les éleveurs cherchent, pérenniser leur activité bio, parce qu'ils ont beaucoup investi pour continuer à être motivés et à développer son exploitation ou sa filière. On va aborder la recherche et développement dans peu de temps, mais d'abord, pour rebondir sur ça, comment est-ce que vous faites pour apporter plus que de l'aliment ? Parce que de ce que je comprends, votre valeur ajoutée, ça peut plus être juste être bio, parce que maintenant, il y en a d'autres qui proposent ça. Il y a quelque chose en plus, il y a un conseil, il y a un accompagnement. Comment est-ce que vous faites ? Oui, exactement. Donc, ça a toujours été le cas, mais maintenant, on a une équipe de spécialistes et d'ingénieurs espèces et de techniciens agricoles. On va regarder, en fait, qu'est-ce que a besoin l'éleveur. L'éleveur va nous dire, moi j'ai besoin d'œufs de tel calibre, de telle couleur, avec un nombre d'œufs par poule prédéterminé. On va regarder si nous, effectivement, le marché de l'œuf, il est adapté pour ça et on va lui fournir une alimentation adaptée pour ses objectifs de production. Et c'est vrai pour toutes les autres espèces, avec, si on parle de fromage, pour faire du lait avec une très bonne fromageabilité, c'est vraiment d'adapter la nutrition aux besoins
du marché, de la nutrition. Quand on dit besoin du marché, effectivement, c'est aussi des besoins économiques, de savoir ce qu'on vend et ce que va utiliser l'éleveur, est-ce que c'est viable. Donc on va parler maintenant de la recherche et développement. Ce volet-là R&D dans Cizeron Bio a commencé à se développer en 2013. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'intégrer la recherche et développement dans la stratégie globale de l'entreprise à ce moment-là ? La recherche et développement, elle s'est développée en fait bien avant 2013. Par contre, à partir de 2013, on a mis en place une vraie équipe scientifique, technique de nutritionnistes et d'ingénieurs espèces, de manière à pouvoir organiser précisément notre recherche et développement et avoir des données statistiques, vérifier les probabilités, etc. Mais en fait, la recherche et développement, on en a toujours fait. Parce que comme on n'avait pas forcément de standards en agriculture biologique et notamment en élevage, en fait, on se faisait nos expériences. Mes parents ont fait leur expérience dans les élevages. Et à partir de 2000, quand je suis rentré dans l'entreprise, on a fait nos expériences. Pourquoi on a fait nos expériences ? Et pourquoi on a fait notre propre recherche et développement ? Parce qu'on n'avait personne pour nous aider. Quand on avait un problème, il fallait qu'on arrive à le résoudre nous-mêmes. Parce que quand on est sur un marché en développement, il ne faut surtout pas avoir de problème pour gérer une croissance. Et pour anticiper les problèmes, qu'est-ce qu'on fait ? On fait nous-mêmes nos expériences pour atteindre le but, pour aller vers. On se fait notre expérience, par la même occasion notre recherche et développement, pour anticiper nos problèmes, mais surtout pour s'approprier notre réussite. Et quand je dis notre, c'est avec nos clients, avec nos filières, etc. Donc généralement, une idée d'innovation, en tout cas de recherche et développement, ça part de quoi ? Ça part d'un retour éleveur, d'une problématique globale ? Avant, on avait des problématiques éleveurs. Maintenant, on doit avoir une boîte à multi-entrées. En fait, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Il y a, si on part du début, les conditions pédoclimatiques avec le réchauffement climatique, ça évolue. Ensuite, on regarde les problématiques d'élevage, petit élevage, de taille moyenne, de taille un peu plus importante, la génétique. Et en fonction, on adapte la nutrition. Et après, on regarde ce qu'a besoin la filière jusqu'au consommateur. Donc, c'est vraiment de dire, est-ce que le consommateur a besoin d'une viande un peu moins chère ? Est-ce qu'il a besoin d'une viande un peu plus goûteuse ? C'est vraiment à multi-entrée. Et en fonction de ça, de toute façon, on retombe toujours sur le même fil directeur, la performance et l'adaptabilité de l'animal à un marché qui peut être linéaire ou en progression. Les problématiques sont toujours les mêmes, quel que soit si c'est en ruminant, en pondeuse, en monogastrique, etc. C'est relativement similaire et on se sert des avancées d'une espèce pour les reproduire sur l'autre. Pour parler un peu plus concrètement d'un exemple d'innovation, est-ce que vous pourriez m'en citer une innovation, et me retracer un peu tout le processus qui a amené à son développement ? Nous, on a travaillé sur l'innovation de la protéine végétale valorisée. Quand on a fait ça, on achetait des protéines et on a fait des tests de digestibilité sur un animal, notamment sur des coqs en station d'essai. Et on s'est aperçu que quand on distribuait 100 de protéines, l'animal en valorisait que 65%. Et les 35 autres pourcents partaient dans les fientes. On a dit c'est dommage, on développe des stratégies d'achat pour acheter un maximum de protéines et on en met 35% dans le tas de fumier globalement. Donc on a regardé comment on pouvait augmenter la digestibilité de la protéine avec de la protéine mieux travaillée, mieux fractionnée, une meilleure sélection. Et l'objectif a été, et l'objectif est atteint, d'avoir une protéine végétale avec une digestibilité à 95%. Du travail de recherche et développement que ça a demandé, voilà, sur combien d'années, sur combien de temps ça s'est fait, comment ça s'est passé ? On a commencé objectivement en 2012 et on a abouti sur un outil industriel en 2017. Et il y a eu plusieurs groupes tests, il y a des éleveurs qui participent, comment ça se passe ? Exactement, on a fait des tests et nous on ne fait pas des tests en laboratoire, sauf pour la digestibilité, mais on fait des tests en grandeur nature directement chez nos éleveurs. C'est pas de la recherche fondamentale, c'est de la recherche active en fait directement derrière les animaux, et puis on regarde ce qui se passe et on pèse toutes les heures, toutes les demi-heures, etc. pour savoir en fait leur courbe de croissance. Et si ça va pas, un jour, 2 jours après, on change, on améliore, on amène une nouvelle ration. Et en fait, on est vraiment dans une dynamique d'évolution et de recherche de développement appliqué. Et là, pour se rendre compte, il y avait combien d'éleveurs impliqués dans cette recherche ? Combien de fermes ?
On a baissé à chaque fois des crans depuis 2012. On a commencé à faire de la protéine, on a commencé à sélectionner des fournisseurs, des variétés, notamment de protéines végétales, de pois, de févrole, de soja, de lupin. Une fois qu'on avait fait ça, on a passé à la nutrition, on a choisi les bonnes formules, les bons ingrédients, micro-ingrédients, les enzymes, les vitamines les plus adaptées pour la digestibilité de la protéine. Après, on a commencé à faire des tests sur la protéine. Alors, loin de là, plein de chercheurs autour des paillasses. Moi, j'ai pris mes petits sacs, je suis allé un peu de partout en Europe et sur des stations d'essai, sur du matériel, j'ai inventé des machines nous permettant d'obtenir le résultat qu'on souhaitait, c'est-à-dire un maximum de digestibilité. Et aujourd'hui, en fait, c'est plusieurs actions techniques sur la matière première qui permettent de la transformer, de la valoriser, qu'elle soit adaptée pour les animaux, en fait. Quelles sont les orientations, les innovations en ce moment sur lesquelles vous travaillez? Est-ce qu'il y a une préoccupation majeure qui se dégage de vos recherches? C'est pas une préoccupation, c'est une occupation, c'est l'utilisation des data. Donc par définition, dans l'usine, dans les élevages, nous on essaye d'avoir un maximum de data. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une partie d'intelligence artificielle qui nous aide à faire un peu de prédictif. Que il y a quelque temps, en fait, le prédictif, il était à l'instinct du dirigeant, aux probabilités des équipes techniques, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'IA et les datas qu'on cumule, on va un peu plus loin. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de technologies qu'on peut mettre en place pour la nutrition. Il y a des technologies comme la micronutrition, les micro-ingrédients, l'alimentation fractionnée, des phases dans la nutrition, des évolutions qui sont des évolutions non pas de modernité, mais des évolutions techniques qui vont nous aider à aller encore plus loin dans l'amélioration continue de la nutrition et du bien-être nutritionnel, en fait. Par rapport aux attentes des éleveurs et aux recherches que vous pouvez faire, est-ce que là, il y a des préoccupations qui se dégagent? Est-ce que c'est la rentabilité économique? Ce qui est intéressant dans les essais qu'on fait, on fait souvent naître, même si les éleveurs ils connaissent très très bien leur exploitation, leurs animaux, en fait, on leur dit, tu vois, où tu es capable et où tes animaux sont capables d'aller. Et souvent, on fait prendre conscience aux éleveurs, en fait, du potentiel d'évolution positive qu'ils ont sur leur élevage et sur leur exploitation. Et ça, c'est déjà un point très intéressant. Et il y a des préoccupations d'élevage, mais qui sont des préoccupations d'éleveurs et de filières, c'est-à-dire comment les animaux vont s'adapter au réchauffement climatique, comment on va aider les animaux à se défendre, l'immunité, aider les animaux à passer, par exemple, les stress thermiques, les stress hydriques, les stress pathologiques. Aujourd'hui, tout est différent. On doit faire preuve d'adaptabilité importante dans nos filières et aussi dans les élevages. Donc finalement, pourquoi miser sur la recherche et développement aujourd'hui? Pourquoi on fait de la recherche et développement? Parce que c'est plus comme avant, en fait. Avant, il y avait des cycles, il y avait des saisons, il y avait un marché qui était stable. Aujourd'hui, ça change, les marchés changent. Il y a un épisode de canicule, et les marchés ils s'emballent ou ils s'effondrent. Par contre, il faut s'adapter et créer le monde de demain et devancer les problématiques, devancer les solutions et d'amener en fait une ouverture la plus large possible au monde agricole. Il faut être le plus innovant possible et le plus imaginatif possible et le plus vertueux pour passer les caps de demain, quoi. Donc on arrive à la fin de cet épisode et traditionnellement, on demande aux invités du podcast Info c'est tout une recommandation. Donc ça peut être un événement, une personne, un livre qui vous aurait marqué dernièrement ou en tout cas qui pourrait permettre aux auditeurs de mieux comprendre ces enjeux. Donc Jean-Charles Cizeron, quelle est votre recommandation? En fait, c'est l'exemple du sommet de l'élevage. On est quand même malmené sur la consommation de viande. On a des fausses informations qui circulent. La recommandation, en fait, c'est la résilience et la vitrine qu'on peut proposer aux consommateurs, à la société, en disant, vous voyez ce qui se passe effectivement à Clermont, dans l'Auvergne et en France. Voilà ce qui se passe. Et c'est pas si mal. Et on arrive à avoir des éleveurs qui sont heureux, on arrive à avoir des animaux qui sont heureux, et on arrive à expliquer aux consommateurs comment on fait et comment on fait bien dans nos métiers, dans nos filières et dans nos campagnes. Et pour conclure, pour la dernière question de cet épisode, je vais, comme tous les invités, vous mettre au défi de résumer en 1 minute notre échange. Donc Jean-Charles Cizeron, comment la recherche et développement peut-elle accompagner les éleveurs à concilier performance et durabilité? Le monde évolue,
notre environnement évolue, le climat évolue et on doit se remettre en cause tout le temps, en fait tous les jours. D'une part, parce qu'on a notre environnement, mais aussi on travaille avec le vivant. Et en fait, l'observation du vivant, c'est une vache, une poule, un cochon, c'est pas une machine, c'est pas mathématique. Même si aujourd'hui, l'utilisation des datas qu'on en fait, on a tendance à dire on a des productions plutôt mathématiques, on exploite de manière statistique nos résultats. Et ça, c'est allier le vivant, les statistiques, les mathématiques et le scientifique pour améliorer nos capacités et, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir prouver simplement et efficacement à nos éleveurs qu'ils sont capables de faire des choses intéressantes sur leur exploitation et de la faire évoluer. Bravo, sur le gong. Merci beaucoup d'avoir été l'invité d'Info C'est Tout. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au comptoir des éleveurs sur les plateformes d'écoute et à partager cet épisode autour de vous. À bientôt!